superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit !» Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, le gouvernement américain va pouvoir continuer à faire des chèques. Le gouvernement américain va pouvoir continuer à faire des chèques pendant 45 jours parce que, coup de théâtre samedi, remarque, on s'y attendait un peu, c'est un peu toujours le même scénario qui se produit. Et, les gens à la Chambre des représentants discutent, jurent que ça passera pas. Enfin, j'entends par là ceux qui veulent pas que ça passe. Puis finalement, ça passe. Alors oui, McCarthy est arrivé à faire passer le budget, mais seulement pour 45 jours. Et il y a un élément important du budget qui n'est plus là, c'est un financement de 6 milliards de dollars pour l'Ukraine qui a disparu de ça. Et Biden, là-dessus, a dit, écoutez, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Sauf que McCarthy n'est pas sorti du bois. D'accord, il a gagné 45 jours de négociations, mais il y a une vingtaine d'élus, représentants extrémistes de son parti, des Républicains, qui lui reprochent d'avoir parlé aux démocrates, d'avoir pactisé avec les démocrates. Et donc, ils disent, on va vous faire tomber. On vous veut plus comme président de la Chambre. Et donc, cette semaine, il va faire face à ce vote qu'il pourrait très facilement perdre. Ça va paralyser la Chambre des représentants encore une fois. Et ça montre que tu as des gens ici qui sont tout à fait extrémistes. Qu'est-ce qu'ils reprochent ces extrémistes? C'est très simple. C'est qu'ils veulent que les budgets de l'État soient complètement coupés. Ils voudraient que les dépenses en environnement, les dépenses en éducation, les dépenses pour la santé, etc., soient coupées dans le budget américain, sans comprendre évidemment que si tu fais ça, tu vas avoir une rébellion dans toute ta population, sans comprendre que si tu fais ça, il y a des gens qui vont s'appauvrir, le climat social va se détériorer énormément aux États-Unis. Ça leur passe pas par la tête. Mais en même temps, eux sont tout à fait d'accord pour que les compagnies paient moins d'impôts, pour que les riches paient moins d'impôts, ce qui fait que les classes moyennes sont obligées de payer beaucoup d'impôts, puis qu'il n'y a pas de services qui sont rendus par l'État. Mais en fait, on en est là en ce moment, et ça fonctionne pas très très bien. On va voir ce qui va arriver. Les démocrates vont peut-être voter pour préserver le rôle du président, pour que le président reste là. C'est possible qu'il le fasse. C'est sa seule porte de sortie. Sinon, il va perdre. Et il faut dire que les républicains ont un problème. Leur majorité n'est que de 4 personnes en ce moment à la Chambre des représentants. Donc, ça laisse beaucoup de place pour des gens qui sont des idéologues pour faire du chantage. Je pense qu'on peut pas les appeler autrement que des idéologues et des extrémistes. Et dans tout ça, on n'entend pas parler des citoyens, des contribuables, des gens qui ont besoin de l'aide du gouvernement. C'est extraordinaire. Puis ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Je te fais bien remarquer aussi que les gens qui disent « Ah oui, les immigrants, il faut les aider, il faut tout leur donner, etc. » Ça va coûter des milliards et des milliards de dollars à la ville de New York. Oui, mais le fédéral peut donner de l'argent. Oui, mais si on donne à New York, il faut qu'il en donne à toutes les villes, puis ça va coûter des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Puis c'est récurrent. Moi, je veux bien, mais tu sais, il y a des choix à faire à un moment donné, puis c'est des choix qui sont difficiles à faire, ça coûte de l'argent, alors personne veut payer d'impôts, surtout pas les riches, surtout pas les compagnies. Oui, mais écoutez, à un moment donné, il faut faire des choix. Ouais. Justement, qui paye procède contre Donald Trump pour fraude? Grand procès pour fraude, on en avait parlé ces dernières semaines, et c'est son procès qui s'ouvre officiellement aujourd'hui, qui s'est ouvert officiellement, un procès pour fraude, pour corruption, pour conspiration pour fraude. Il a fraudé, pense-t-on, les assurances, il a fraudé l'État, il a fraudé plein de personnes, et ce procès s'ouvre aujourd'hui. Le juge Engoron est un juge qui a déjà la semaine dernière dit que, en fait, Trump avait fraudé, on en avait parlé, avait fraudé l'État parce que il avait surévalué ses propriétés de beaucoup. Donc ça devrait être réglé. Le procès officiellement devrait durer jusqu'au 22 décembre, mais ça se pourrait bien qu'il se termine avant. Trump, lui, est rentré dans le procès en disant « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est de l'ingérence dans la politique électorale. Ce procès sert simplement à me faire tomber électoralement. Ça n'a pas d'autre fonction. Non, c'est faux. Je suis désolé. Trump est un truand. Et il y a de plus en plus de gens qui le reconnaissent, là. Sauf évidemment les Trumpistes qui trouvent pas que c'est un truand.
Je te trouve dur, mais c'est correct. Écoute, tu ferais affaire, toi, avec... tu ferais affaire avec Donald Trump, toi? S'il disait, prête-moi de l'argent, Benoît, pour mon affaire... Non, tu lui serres la main à Donald Trump, puis après, faut que tu comptes tes doigts, tu sais, pour être sûr qu'il t'en a pas un ou deux. Grande réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Europe en Ukraine. Ben oui, comme ça va mal aux États-Unis, comme les républicains et les démocrates, donc disons que les extrémistes républicains veulent pas donner d'argent à l'Ukraine pour être plus précis, les Européens se sont sentis obligés de faire une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères à l'extérieur de l'Union européenne, en Ukraine. C'est la première fois de l'histoire que ça se passe comme ça. Ils sont tous réunis là-bas et le message qu'ils envoient est un message très, très fort. Ils disent à la Russie, ne vous attendez surtout pas à ce qu'il y ait une lassitude de la part des Européens pour soutenir l'Ukraine. Nous sommes là pour longtemps en Ukraine. Et plus que ça, la France, le ministre de la Défense de la France était là la semaine dernière avec des hommes d'affaires français dans le domaine de l'armement. La France va implanter plusieurs usines en Ukraine, des usines qui vont fabriquer toutes sortes d'armements, qui vont aider évidemment les Ukrainiens. Donc, c'est un message très fort. Et les Allemands ont dit, il faut protéger aussi l'Ukraine, parce que l'hiver s'en vient, ils ont besoin d'énergie, il faut assurer leur approvisionnement énergétique, il faut leur envoyer des génératrices, et attention, il faut aussi leur assurer une couverture de défense aérienne. Donc, la guerre s'amplifie là-bas, qu'on le veuille ou non, de plus ça devient ça devient de plus en plus sérieux. Ça l'était déjà énormément, là, mais tu sais, je veux dire. Oui. Bon, on se quitte avec un sujet vraiment très sérieux, le film Barbie. Ah, le film Barbie en Russie. Interdit en Russie le film Barbie, ça va contre les valeurs de Vladimir Poutine, ça va contre la spiritualité russe, a annoncé le gouvernement russe. Mais c'est pas grave, il est projeté quand même. Il est projeté quand même avec une astuce, c'est la BBC qui nous apprend ça. Figure-toi qu'on programme des courts-métrages russes, patriotiques, ennuyants comme la pluie en première partie. Et en deuxième partie, c'est le film Barbie qui joue. Et il semble donc dans les cinémas, un peu partout à travers la Russie, on trouve Barbie dans les salles de cinéma. Ce qui est une façon de montrer que la population russe aime pas beaucoup ce qui se passe en ce moment. Ah, pour effort, quand même, hein? Bravo. Oui, c'est bien. Merci, à demain. Salut, à demain.